Chers invités, chers collègues, chers élèves, nous ouvrons aujourd'hui la 4e édition des rencontres géopolitiques de Saint-Michel de Picpus autour du thème « Les émergents, émergés ou submergés ». Ces journées sont pour nous, élèves et enseignants de l'enseignement catholique tout particulièrement, une réflexion sur la place de l'homme dans des pays émergents où s'installe une société nouvelle, où se posent les questions de plus grandes inégalités sociales, des investissements, de l'économie durable, de la place de la femme, etc. Mais c'est à plus court terme, pour vous qui allez passer votre bac et vos concours, une curiosité pour le monde, fil conducteur d'une formation individuelle riche et critique, une compréhension du monde, fil d'une réflexion pour les citoyens que vous deviendrez, et pour certains, hommes et femmes de foi. Une connaissance du monde pour les responsabilités auxquelles vous vous préparez, professionnelles, associatives, politiques, afin de ne pas être des acteurs du monde et des acteurs civils tièdes et sans consistance. Nous vous souhaitons, étudiants de l'enseignement catholique, d'être des hommes et des femmes profondément ancrés dans l'humain, dotés de la capacité d'appréhender la réalité du monde. Que vous ayez en vous le sens de l'homme au-delà des chiffres et des cartes. Je tenais à remercier tout particulièrement l'équipe des prépas et M. Billard, tous nos invités qui sont là présents pour cet après-midi, qui ont consacré du temps pour vous apporter toutes ces connaissances qui vous enrichiront. Et je vous souhaite un bel après-midi. Bien, une petite explication pour tous. Lorsque nous nous sommes amusés l'an dernier à imaginer ce sujet d'aujourd'hui, il s'agissait surtout de faire le point sur le niveau de développement et sur la capacité d'influence de quelques-uns de ces États. Vous les connaissez, ce sont les BRIC. Donc Brésil, Russie, Inde et Chine sont les plus grandes des puissances émergentes. Et beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette histoire, mais je vais quand même la rappeler. En 2001, l'économiste en chef de la banque Goldman Sachs, qui est une des grandes banques d'affaires américaines, qui s'appelait Jim O'Neill, avait pensé inciter les investisseurs internationaux, les banques et les entreprises à investir dans ces 4 États, Brésil, Russie, Inde et Chine. Ils sont en forte croissance, tous ces États, au début des années 2000. Ils s'ouvrent aux échanges et surtout, ils commencent à avoir une classe moyenne qui produit, qui se forme, qui achète. Et ils sont politiquement également en train de se stabiliser. C'est autant de critères qui commencent à définir ce qu'est un pays émergent. Je vais les reprendre après. Ils deviennent des marchés mondiaux, ces 4 États, Brésil, Russie, Inde et Chine. Alors le concept de marché émergent avait déjà été inventé plus tôt, en 1981. Marché émergent était un concept qui datait d'avant la mondialisation, de 1981, par un économiste néerlandais qui s'appelle Antoine van Agtmael, A-G-T-M-A-E-L, pour ceux qui prennent des notes, A-G-T-M-A-E-L. Et Antoine van Agtmael avait inventé ce concept de marché émergent pour l'appliquer à des petits États qui, à ce moment-là, se spécialisaient notamment en Asie. On les appelait les 4 dragons, vous savez, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour. Et on les a appelés un petit peu après, pour d'autres, les bébés tigres. Ce sont la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines. Donc, les BRIC, lorsqu'ils arrivent en 2001, ne vont pas remettre en cause ce concept de marché émergent. En revanche, ils vont l'incarner. Pour la première fois, ce ne sont pas des tout petits États, des petits États littoraux, des États qui profitent de l'existence d'un port, d'une petite classe moyenne, mais ça va être de véritables grandes puissances, avec des États très peuplés, avec un territoire large, avec des ressources importantes. Et surtout, au début des années 2000, ces pays émergents sont vus comme de possibles futurs concurrents des grandes puissances traditionnelles que sont les États-Unis, l'Union européenne, à l'époque... dans les années 80, la Communauté économique européenne, à partir de 1992, l'Union européenne, et les États-Unis, États de l'Union européenne, et le Japon. Et donc, on s'est dit, ces petits États et ces grands États, ensuite, à partir de 2001, peuvent être de véritables concurrents de ces grands-là.
Et en 2009, il y a 11 ans, alors que la crise économique fait rage dans les Nords puis dans les Suds, ces 4 BRICS ont commencé à se réunir régulièrement. Ils ont commencé à mettre ensemble des stratégies communes. Ils ont commencé à agir comme un bloc diplomatique sur la scène internationale. Et cette invention-là, elle avait échappé complètement à Jim O'Neill. Lui, c'était un banquier d'affaires. Son objectif, c'était de dire à ses clients « Allez-y, investissez au Brésil, ça vaut le coup, il y a ça et ça comme ressources, vous allez avoir une classe moyenne intéressante, etc. » C'était « Investissez en Russie, malgré les troubles, investissez en Chine, vous allez voir, ça va être intéressant. » En 2011, l'Afrique du Sud a rejoint ces 4-là, ces BRICS, qui a formé l'acronyme que vous voyez maintenant un petit peu partout, les BRICS pour South Africa, évidemment pour l'Afrique du Sud. Donc en apparence, ces 5 BRICS aujourd'hui semblent à peu près bien se porter, on va nuancer tout ça. Ils regroupent 3 milliards d'habitants, ils produisent entre un cinquième et un quart, entre 20 et 25% du PIB brut mondial, mais si vous regardez le détail, c'est très différent. Aujourd'hui, comment va le Brésil ? Après 20 ans de croissance fluctuante, il s'est politiquement réfugié, vous l'avez vu, vous avez suivi les élections au Brésil et l'élection de Jair Bolsonaro. Donc il s'est politiquement réfugié dans le protectionnisme avec l'élection de ce nouveau président. Et tout autour du Brésil, la plupart des pays d'Amérique du Sud sont en crise également, soit en crise économique, soit en crise politique. Comment va la Russie ? Elle s'appuie depuis 20 ans aussi sur ses richesses en hydrocarbures, elle souffre de sa dépendance en réalité au reste du monde. Et quand vous souffrez, généralement, vous cherchez à vous imposer comme un État autoritaire, comme un État potentiellement agressif à ses frontières. Comment va l'Inde ? Son ouverture économique est assez limitée, avec une administration très difficile à transformer et à réformer. Et vous avez en même temps dans le pays de très fortes tensions nationalistes. Le Premier ministre Modi, aujourd'hui, en est un peu l'incarnation, et tous ces éléments-là freinent les investissements internationaux. Comment va l'Afrique du Sud ? Eh bien, la crise politique s'est mêlée à une crise économique pour l'affaiblir. L'État y est mal considéré, les inégalités s'y aggravent. Donc finalement, des 5, le seul État qui semblait suivre les critères de forte croissance, d'accessibilité et de stabilité, la Chine, est devenue, depuis 2008, elle, la 2e puissance économique mondiale. Et le problème, c'est qu'elle est aujourd'hui coincée, cette Chine, entre un affrontement indirect avec les États-Unis sur sa politique commerciale, la nécessité absolue pour elle de vendre ses productions pour maintenir sa croissance. Elle est tombée de 14, chiffre officiel, de 14% à 6,5% en 5 ans. Et en même temps, la Chine a une difficulté à maintenir sa stabilité politique face aux contestations environnementales et aux contestations sanitaires. Juste un exemple très récent. La propagande chinoise accuse depuis fin février le Japon d'être le véritable cœur de la pandémie de coronavirus que nous vivons. Donc évidemment, à l'échelle mondiale, pas grand monde n'y croit, mais c'est une manière de souder les Chinois contre l'ennemi traditionnel. Donc ces 5 émergents-là ne vont pas bien. Même si leur classe moyenne s'étoffe, même si leurs échanges se multiplient, même s'ils s'urbanisent, même s'ils investissent les uns chez les autres, ou plutôt les Chinois investissent chez les autres, ils semblent bien fragiles dans l'économie mondiale. Alors, oublions-les. Ou plutôt, regardons-les autrement, ces pays, et élargissons le spectre à l'ensemble des Suds. Et là, plutôt que scruter les chiffres, pensons aux sociétés de tous ces pays. Aux sociétés qui vivent l'ouverture aux échanges mondiaux comme une bénédiction, pour s'enrichir et pour prospérer, mais aussi comme une malédiction, parce qu'elle peut aggraver les inégalités. Pensons aux sociétés qui sont connectées et qui connaissent le monde aussi bien et aussi mal que nous, par exemple dans la presse. L'Afrique du Sud s'est inquiétée des manifestations de nos gilets jaunes. Le Vietnam s'est parfois moqué de nos manifestations sur la réforme des retraites. L'Indonésie se demande quelles relations entretenir avec le Royaume-Uni maintenant qu'il a quitté l'Union européenne. Et le Mexique s'inquiète des effets économiques du coronavirus en Italie. Ça, c'est ce que vous trouvez à la une de la presse de chacun de ces États. Donc finalement, si on revient un peu en arrière, en 2005, le journaliste américain Thomas Friedman constatait qu'en matière d'information, et c'est le titre de son livre que je cite, « La Terre est plate ». Mais si la Terre est plate, que les informations circulent facilement, chaque société regarde aussi l'autre avec envie.
avec convoitise ou avec inquiétude. Ce ne sont donc pas seulement les 5 BRICS qui nous intéressent, mais tous les autres États. Et d'ailleurs, depuis l'invention des BRICS en 2001, 10 autres palmarès internationaux décernent chaque année leur évaluation de la situation des pays en suivant 4 critères d'émergence. Premier, ils ont une croissance économique importante. Croissance économique importante, si on regarde à l'échelle des Nords, ça veut dire plus de 3,5%. Ils ont une classe moyenne qui grandit. Et le problème, c'est que la définition de classe moyenne est très différente d'un État à l'autre. Leurs échanges sont de plus en plus volumineux et de plus en plus rentables. Et surtout, leur territoire se transforme en conséquence. De plus en plus de moyens de circuler, de plus en plus de populations et de marchandises qui circulent, de plus en plus d'idées également qui circulent. Donc les conférences que vous allez écouter aujourd'hui ne vont pas mettre un point final à la question posée de savoir si les émergents sont émergés ou submergés. Les émergents sont à la fois émergés dans certains aspects de leur développement et submergés par d'autres. Mais tous ces États vivent dans leur chair l'accélération des échanges mondiaux, en suivant 4 caractéristiques. La première, leurs territoires se sont très rapidement transformés, littoralisés et urbanisés. Ça, je pense que presque tous les conférenciers de cet après-midi vont vous en parler. Deuxième caractéristique, ils sont obligés de coopérer entre eux pour éviter de s'affronter, et ils coopèrent parfois très loin de chez eux avec des États d'autres continents. Là, lorsqu'on va vous parler des pôles, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui vont être dites. Troisième caractéristique, ils participent aux travaux des organisations internationales qui les protègent, ou dans certains cas, on va le voir notamment avec Haïti, qui peuvent les affaiblir. Et pour tous, quatrième caractéristique, l'éducation, la santé et l'innovation sont les 3 piliers de leur capacité à se maintenir dans un monde, vous le savez très bien, où les savoirs et les informations se diffusent à très grande vitesse et dans lequel il faut trier. Donc chacune des conférences aujourd'hui va répondre par l'exemple à quelques-unes de ces caractéristiques. La Terre est plate, l'information, les marchandises et les virus circulent rapidement. Raison de plus pour sortir des mouvements d'hystérie collective et prendre le temps de comprendre avant de décider et d'agir. Donc j'en profite pour remercier les 4 conférenciers de cet après-midi et vous remerciez-vous de les écouter. Merci à tous et bonne conférence.